Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Tacticraft. Aujourd'hui on va parler d'un outil qui me tient à cœur. C'est mon multitool, Lizorman Charge TTI. J'utilise ce multitool pour à peu près tout, que ce soit aussi bien le bushcraft, la cuisine et puis bien entendu le bricolage. Donc ça, ce n'est pas mon premier outil multifonction. J'en ai eu un autre pendant bien plus longtemps et bien plus tôt. Quand j'étais môme, ça a été offert par mes parents. Donc c'est un bug tool. Je ne saurais pas vous dire quel modèle c'est exactement. Ok. Donc malgré ses petits défauts, à savoir ici une lame semi-serrated, que je déteste ça. Ainsi. Oui, donc l'autre défaut c'était la pince qui qui dans le manche a de l'élasticité. Ok. Du coup ça limite votre force lorsqu'il s'agit de couper des fils de fer. Donc malgré tout, voilà, avec ce premier multitool que j'ai eu, je me suis quand même vachement bien amusé. Donc première conclusion d'entrée de jeu dans l'introduction, c'est que j'ai envie de dire, je suis pas là pour vous vendre un multitool en particulier, mais plutôt là pour vous dire que quel que soit le multitool que vous emporterez avec vous dans la verte, bah, ce sera un bon choix, quoi. Avant de continuer, j'ai une petite précision à apporter, c'est que je m'efforce pour la plupart de mes reviews de vous faire un retax sur une période d'utilisation assez prolongée. Je trouve que les retours d'expérience avec l'outil qui est juste sorti de son emballage, bon, c'est un peu limité. Donc pour ce Lizorman, là je l'ai eu il y a 3 ans, et donc je vous fais un retour sur 3 ans d'utilisation. Bon, on va passer au test à proprement parler, puis on va commencer par les trucs chiants, à savoir les généralités. Donc le Lizorman il pèse relativement lourd, savoir 245 grammes. Oui, c'est lourd, parce que quand vous prenez en comparaison un ESE4, le SE4 sans système de fixation à la ceinture, il pèse 230 grammes avec son étui. En ce qui concerne les accessoires supplémentaires, ça a l'air de rien comme ça, mais ça pèse 120 grammes. Alors bien entendu, je ne les prends pas avec moi en randonnée, j'en ai pas d'utilité. Après, lorsque je suis sur un chantier ou tout simplement pour monter un meuble Ikea, bon, c'est une autre histoire, c'est super utile. Bon, au niveau des matériaux, on a pour le châssis de l'aluminium T6, qui est en bon aluminium. Ensuite pour le pimp, on a des plaquettes en titane. La plupart des outils, non pas là ici, là. La plupart des outils sont en acier inox 420 et la lame principale est en acier inox S30V. On en reparlera plus tard. Donc on va parler de l'ergonomie. L'étui qui est vendu par défaut avec le Lizorman, on va l'oublier assez rapidement. Je vais vous montrer pourquoi. Ok, donc ça c'est sur votre ceinture, mais si jamais vous vous retournez, vous avez attention un peu à la bougeotte, voilà pourquoi. Donc ça m'est déjà arrivé de trouver le couteau comme ceci, après un pistage pas acrobatique mais avec un peu de contorsion lorsqu'on va sous des jeunes pins. Donc voilà, trouver le Lizorman comme ceci en rentrant chez soi, c'est pas très sécurisant. Alors en remplacement, je me suis dégoté ce qui s'appelle ça un Tool Pocket de chez Tasman Tiger. Ok, donc voilà, c'est beaucoup plus sécurisé. Il n'y a pas de risque. Alors justement, vous allez certainement vous demander à quoi ça sert ce petit zigouille là. Ok, c'est simplement lorsque vous avez votre outil à la ceinture, il y a ça qui dépasse et il n'y a plus qu'à tirer. C'est aussi simple que ça. Et enfin par contre, l'étui était un peu grand. Vous verrez qu'au fond de l'étui, j'ai mis un peu de bourre
en chiffon, en coton, parce que sinon le Leaserman est trop au fond de l'étui. Cet étui a beau être assez peu cher, bon, ça coûte quand même 10 € et c'est quelque chose que l'on aurait aimé voir par défaut dans la boîte vendue par le fabricant. Toujours au niveau de l'ergonomie, on a ici donc un clip ceinture que je n'utilise jamais à part pour tenir ce petit morceau de paracorde. Ce clip ceinture est amovible quand la caméra voudra bien faire le point, voilà. Donc il suffit d'appuyer et ça s'en va. C'est tout aussi simple à remettre. Donc les deux lames principales, la lame lisse et la lame à serration, s'ouvrent d'une main. C'est très pratique pour ça. Vous pourrez noter que la lame lisse sur son dos ne possède aucun relief, tandis que la lame de serration possède un petit relief, ce qui fait que au toucher, on sait immédiatement ce que l'on va sortir. Pour sortir la lime et la scie, ok, c'est un système d'accroche avec le pouce. C'est un peu chiant en hiver lorsqu'on porte des gants, c'est pas évident. Mais bon, ça marche. Au niveau du verrouillage, tous les outils se verrouillent, absolument tous. Donc les lames extérieures se verrouillent avec un système de type liner lock. Ok. Tandis que les outils intérieurs, ici on a un tournevis, se verrouillent avec une sorte de cran d'arrêt. Une fois la pince dépliée, noterez que ici, à l'intérieur de l'anneau de la lame, il y a une sorte de petit picot qui sort lorsque la pince se déplie et qui empêche les lames de s'ouvrir, afin d'avoir un outil qui ne présente pas de danger coupant. La pince en elle-même, elle tient assez bien en main. Je ne déplore pas trop de phénomène d'élasticité qui vous fait perdre de la force. En revanche, il y a cette partie ici, là, vous voyez, qui peut devenir très blessante si jamais vous avez une main avec pas mal de viande à l'intérieur. Donc moi je me suis déjà pincé comme ceci, bon peut-être pas de manière aussi caricaturale, mais je me suis déjà pincé par ce principe, suivant ce principe là. Ça fait pas du bien. Vous en mourrez pas, mais ça fait pas du bien. Bon, du reste, au niveau de la prise en main, c'est pas un modèle d'ergonomie, hein. C'est carré, ça a des angles vifs. Néanmoins, bon, ça fait son job. On a parlé tout à l'heure de la lame lisse. Elle est en S30V. C'est un acier très dur. Donc ça tiendra bien la coupe, le fil restera tranchant longtemps. La contrepartie, c'est que vous aurez besoin de pierres céramiques pour pouvoir l'affûter. Si vous utilisez des pierres naturelles, vous allez y passer du temps. Au niveau du profil de la lame, donc ce n'est pas tout à fait du full flat, d'accord. Par contre, donc compte tenu de l'épaisseur de la lame, c'est un couteau qui fera facilement défiseur stick. Et qui fera aussi merveille en cuisine. Alors juste une chose quand même, faut pas oublier que c'est un couteau pliant, d'accord. Donc tous les petits travaux de pointe comme ceci, c'est un conseil entre nous, c'est à éviter. Si la lame se replie sur vos doigts, ce ne sera pas des pansements qu'il vous faudra, mais carrément aller aux urgences. Une dernière chose concernant la lame lisse, c'est que comme c'est du S30V et que c'est donc un acier très dur, la lame a tendance à chipper ou à casser éventuellement. Donc à éviter à tout prix de faire des mouvements de levier, ça va casser au niveau de l'articulation. Et puis même si la lame ne s'y prête pas, c'est pas un truc qui est fait pour bâtonner. Dans un contexte bushcraft, ce couteau-là peut être intéressant, mais uniquement s'il est secondé par un outil plus lourd. Donc là ici on a un petit couteau de camp. Voilà, c'est le genre d'outil auquel je pense.
ou bien vous pouvez prendre une hachette ou ce genre de choses. Ensuite, dans un contexte de randonnée tout à fait classique avec des gîtes, etc., une randonnée de type Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple, voilà, ça sera largement suffisant, je dirais même ce sera limite un peu trop. Après, le fait que ce soit un couteau classé dans le rayon outillage, bon bah, vous ferez pas trop peur aux gens quoi. On va maintenant parler de la lame à serration. Je vais avoir un avis un peu plus tranché, si j'ose dire, que d'habitude. Parce que bon, autant je n'aime pas du tout les lames semi-serrated, parce qu'elles échouent à la fois dans leur fonction de lame lisse et dans leur fonction de lame à serration. Par contre, avoir à sa disponibilité une lame à serration, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça coupe très très bien tout ce qui est fibreux, et en plus ça demande très peu d'entretien. Vraiment très intéressant. À titre d'exemple, la lame avec serration m'a été très utile il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'avais construit un affût à Buse. La façade de cet affût était en bois mort, d'accord, mais les cloisons latérales et l'arrière étaient en une sorte de bruyère. Bon, le matériau c'était de la bruyère tressée que l'on vend au Castorama. Donc bien sûr, ces cloisons en bruyère, il fallait faire des découpes sur mesure. Je me suis dit au début, voilà, je vais utiliser une scie pour découper cette bruyère. Et en fait, c'était une horreur. Ça accrochait en tous les sens, la bruyère elle se barrait de son fil de fer et ça marchait pas du tout. Et au final, je me suis rendu compte que la lame avec serration fonctionnait bien mieux. Et c'est vraiment cette lame de serration qui m'a sorti du pépin. Et d'autre part aussi, c'est quand vous êtes en bivouac et que vous avez posé votre tapis de sol et vous n'avez pas vu une jeune pousse, comme par hasard, qui est pile en dessous et qui risque de faire un trou dans votre space blanket. La lame avec serration, vous pourrez limite couper en étant un peu, en attaquant un peu dans le sol. Comme c'est des serrations et que bon, ça craint pas grand chose, il ne faudra pas s'en priver. Ça marche très bien. De même, une lame à serration comme ceci pour couper du carton, des grosses cordes ou de la sangle en nylon, c'est vraiment ce qu'il y a de plus brutal. Ça fonctionne vraiment très 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 bien. Et puis, en tout cas, de ce que je sais du carton, c'est que c'est un matériau qui, mine de rien, est très abrasif. Si vous coupez du carton avec une lame lisse, vous allez la désaffûter assez rapidement, alors qu'une lame avec serration, non seulement ce sera efficace sur le carton, mais ça craindra pas grand chose. Ensuite, j'aurais parlé, on va changer un petit peu de sujet, j'aurais parlé de ce crochet. Donc, ce serait bien s'il y avait moins de terre dessus, voilà. Ce crochet, dans la mesure où je n'arrive pas à affûter ce crochet, je vais pas trop en parler, je ne m'en sers pas. Je pense qu'il y en a certains qui pourraient penser que dans un contexte de chasse, pour ouvrir du gibier, ce serait intéressant, mais non, je pense pas. Puis de toute façon, comme ce sera difficile à affûter, que pour parer du gibier, il vous faut vraiment des outils rasoirs, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Donc je sais pas ce que les designers avaient en tête, ou bien les marketing, ou bien le service marketing, mais ce n'est pas fonctionnel ça. Alors je me sers assez peu de la partie lime, j'ai pas grand chose à ébavurer. Je ne suis pas non plus convaincu du tout par la fonction scie à métaux qu'on peut voir sur le tranchant là. Par contre, en ce qui concerne la lime diamantée, je trouve ça extrêmement utile dans un contexte de bushcraft pour affûter le couteau fixe. Du coup, vous prenez ça, vous prenez une petite tige céramique qui coûte 3 fois rien, enfin 3 fois rien, pas trop cher. On en trouve chez Arclight Design. Et avec ces deux trucs, vous pouvez remplacer une Falkniven DC4 qui est, pour rappel, parce que beaucoup la connaissent, une pierre avec une partie céramique et une partie lime diamantée. Donc l'intérêt, en ajoutant une tige céramique à la lime diamantée, c'est que l'on peut carrément se passer de la Falkniven DC4. Donc on va faire un petit calcul. C'est qu'une DC4, ça pèse 104 grammes. Ça pèse 19 grammes. Donc du coup net, on a quelque chose comme 85 grammes. Donc on peut retrancher 85 grammes au poids total du Leatherman. On avait vu en début de vidéo que je trouvais que c'était un outil qui était assez lourd. Donc du coup net, on a un couteau qui ferait 160 grammes.
puisqu'en fait on se passe d'une pierre à affûter. Et 160 grammes, on est dans l'échelle, on est dans le registre d'un couteau de type Mora Bushcraft Black, qui pèse lui aussi 160 grammes avec son étui. En ce qui concerne la scie à bois, je devrais vous avouer que j'en suis pas fan du tout, parce que déjà elle est courte, donc ça va très sérieusement limiter le diamètre des sections attaquées. Et puis elle a des toutes petites dents, elle bourre tout de suite, c'est vraiment pas un outil de préparation de feu par exemple. En revanche, lorsque j'utilise mon réchaud à bois, ce que je fais, c'est que je peux prendre, enfin, lorsque tout est humide et que je dois utiliser du bois, ce que je peux faire, c'est prendre des espèces de bûchettes que je vais bâtonner, et je vais faire des encoches dedans avec la scie, de manière à pouvoir casser des tout petits morceaux comme ceci, et ainsi pouvoir beaucoup plus remplir le réchaud à bois que si je mettais simplement des brindilles. Et d'autre part, j'ai toujours mon laserman à la ceinture, ce qui n'est pas le cas du couteau de camp montré derrière. Et quand je pars en balade légère, des fois pour faire de l'observation animalière, j'aime bien me cacher sous les jeunes pins. Alors, les jeunes pins, c'est bien parce que vous avez un abri contre le vent et la pluie, et puis c'est aussi un très bon camouflage. Par contre, il y a des branches basses, mortes, près du tronc, qui sont franchement inconfortables si vous voulez vous adosser contre le tronc. Donc le truc, c'est vous coupez les petites branches, et du coup vous avez un dossier contre lequel vous appuyez, et qui en plus vous permettra de... plus vous serez confortable, moins vous aurez de gestes parasites, et moins vous vous ferez repérer par la faune. Et pour terminer cette review de la scie, donc la scie à bois, elle me sert aussi énormément en cuisine pour découper tous les légumes un peu coriaces, comme le potiron par exemple, et le céleri. Donc maintenant on va parler de la pince. Donc la pince, quand on est dans la verte, c'est quand même relativement utile. Pas tant pour tirer les petites échardes, encore que, mais surtout pour saisir des objets brûlants dans le feu. Ou bien des réchauds. En gros, ça va remplacer la pince à plat que voici. Sur ce modèle précis de Multitool, il y a un truc que je regrette avec la pince, c'est qu'ils ont mis un trou sur l'avant, si on veut bien faire le point. C'est que donc il y a un trou sur l'avant qui normalement sert aux électriciens pour sertir je ne sais quoi. Et du coup, nous, ça va nous embêter parce que ça va limiter la surface de préhension. Ok ? Vous êtes bien d'accord que si tout ceci était plat, on aurait plus de surface pour maintenir un objet. Bon, maintenant ça fonctionne, mais ça serait mieux s'il n'y avait pas ce détail gênant. Comme par exemple sur cette pince-ci. Là on voit bien qu'on a un super rebord plat qui est bien pratique. La partie coupante de la pince est très utile pour couper du petit fil de fer ou bien du câble d'électricien en cuivre mou. Par contre, et ça je peux vous en parler d'expérience, pour couper du barbelé, du gros barbelé de la Seconde Guerre mondiale, enfin du gros barbelé de la ligne Maginot, pardon, parce qu'elle a été construite avant, du gros barbelé de la ligne Maginot, c'est une autre paire de manches. Vous avez assez peu de force de levier en fait là-dessus, c'est pas une pince Monseigneur hein, évidemment. Et puis l'autre problème, c'est que les lames vont assez vite se désaffûter. D'accord ? Et pour réaffûter ça, eh ben ça, à mon avis, ça va prendre du temps. Et à mon avis, il va falloir prendre des petites limes type queue de rat et puis frotter tout doucement. Donc ça va être bien chiant. Pareil sur ce modèle-ci, j'aurais bien aimé que les lames soient interchangeables, qu'on puisse en prendre d'autres, ou même tout simplement les retirer, les démonter et pouvoir les affûter dans des positions bien plus aisées. À l'intérieur, on a 3 types de tournevis. Donc un gros plat, un mini tournevis interchangeable entre du plat
et du cruciforme. Voilà. Et enfin, un porte-embout avec l'embout par défaut qui est un cruciforme plat. Et il est aussi vendu dans la boîte du Leatherman une tablette qui contient à peu près, si je dis pas de bêtises, 6 embouts à double face, donc ça fait 12 types d'embouts. Et il est commercialisé séparément, ce qu'on appelle le bit kit. Et ça, j'en reparlerai plus tard. Donc, le gros tournevis principal. Je m'en sers quotidiennement dans mon activité photographique, je ne pourrais plus m'en passer maintenant que je l'ai. Alors c'est un tournevis, c'est pas un levier, et je l'ai déjà utilisé comme levier et je l'ai cassé. Ça me permettra de parler de la garantie 25 ans en connaissance de cause. Donc cette partie-là avait cassé, j'ai téléphoné à mon revendeur, celui-ci m'a donné le contact de l'importateur français, et l'importateur m'a proposé un échange sans poser de questions. Pour anecdote, quand même, l'importateur m'avait renvoyé un modèle avec du jeu dans la pince. J'étais furax. Et donc je les ai rappelés. Je m'apprêtais à les engueuler en disant oui, c'est bien gentil de faire les échanges standards, mais si c'est pour nous refiler les factories secondes, c'est pas la peine. J'ai même pas eu besoin de hausser le ton. Ils ont dit on est désolé, on peut pas vérifier un par un tous les outils qu'on envoie. On vous le rééchange. Donc bon, il y a eu 2 échanges, il y a eu 2 remplacements coup sur coup, mais du coup voilà, j'ai eu ce modèle-ci qui me donne entière satisfaction. Le micro tournevis, je vous avouerai que à l'extérieur, je l'utilise rarement, même à l'intérieur d'ailleurs. Et à la rigueur, il pourrait servir à réparer, resserrer une paire de lunettes de soleil. Ensuite, le porte-embout, à mon sens, c'est très pratique, mais il présente le même défaut que le tournevis plat présenté à l'instant. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites du VTT et que vous avez besoin de resserrer une selle qui pivote, et, voilà. Donc, pour serrer cette selle, vous aurez besoin vraiment d'une force de serrage très importante. Et moi, j'en parle d'expérience, parce que ça m'est arrivé. Je pensais pouvoir me débrouiller avec juste mon Leatherman. Non, pas du tout. Vous verrez que le porte-embout va commencer à se tordre, vraiment à faire peur. Je ne l'ai pas cassé, mais je pense que si j'étais allé au bout de mon idée, je l'aurais pété. De plus, les embouts en eux-mêmes sont assez fragiles. Vous allez voir passer une photo d'un embout que j'ai complètement tordu en essayant de desserrer une vis. À la limite, je préfère encore que ce soit l'embout qui se torde plutôt que le porte-embout qui casse, vous voyez. De plus, au niveau de la forme des embouts et du porte-embout, vous voyez que ce n'est pas de l'hexagonal standard. Donc à la base ça part d'une bonne intention, c'est fait pour gagner de la place. Le problème c'est que vous ne pourrez pas mettre dessus des embouts hexagonaux que l'on trouve un peu partout. Donc pour toutes ces raisons, je vous déconseille l'achat de ce qu'on appelle le bit kit. Alors le bit kit c'est ces 2 plaquettes avec tous les petits embouts qu'il y a dessus. Je vous déconseille cet achat-là. En revanche, je vous recommande chaudement l'achat de l'extendeur tournevis. À quoi ça sert donc? Cet extendeur peut servir comme ceci pour améliorer l'ergonomie en mode tournevis. Mais moi ce que je trouve très intéressant, c'est que le bout il est hexagonal. Donc du coup vous allez pouvoir mettre vos embouts préférés à 2 francs 6 sous achetés au Casto. Et en plus ça va pallier à un problème de fragilité. À savoir que si vous avez vraiment besoin de serrer comme un sourd, vous mettez ceci dans la pince. Voilà. Évidemment, je fais mon Gaston. Il est tombé où? Voilà. Donc, vous pourrez mettre ceci dans la pince.
Et là, vous aurez une puissance de serrage déjà avec l'effet de levier assez importante. En plus, il n'y a aucun risque de casser quoi que ce soit. Au pire, vous cassez ça et c'est pas un problème à remplacer. Je crois même pas que vous réussiriez à le casser d'ailleurs. Concernant les autres outils, il n'y a pas grand chose à dire. Le décapsuleur ouvre-boîte décapsule et ouvre les boîtes. Et le tournevis. Le tournevis il fait un peu cheap. Ok, parce qu'en fait il a un peu de jeu. Mais bon, moi je trouve que voilà. Ça coupe le papier de manière tout à fait satisfaisante. Enfin, si vous dépliez le Leatherman comme ceci, vous verrez qu'il y a une règle graduée en pouces et en centimètres. Comment dire? Bon, je l'utilise pas souvent. À la limite, quand vous faites du pistage ou du relevé de traces d'animaux, ou même simplement des relevés sur les champignons, la taille des champignons, etc. Je préfère encore à la rigueur soit utiliser la règle graduée sur mon carnet. Voilà, comme ceci. Il y a une règle graduée ici. Ou bien, vraiment, quand c'est vraiment l'objet de ma sortie, j'emmène avec moi un petit réglet en fer qui est beaucoup plus intéressant. Il y a deux outils qui manquent cruellement sur ce Leatherman. Le premier, je vais être sérieux, c'est le poinçon. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis un poinçon, c'est indispensable. Et le deuxième outil qui me manque, c'est le tire-bouchon. Et enfin, il y a aussi un petit outil, une fonction un peu secrète. Il faut réussir à la retirer. C'est un trou de dragon. Voilà. Donc on en vient à la conclusion. Comme je disais en introduction, quel que soit votre choix, de toute façon, un multitool dans la verte est un excellent choix. Comme couteau de base. Cependant, si je devais encore me payer un troisième multitool, ce qui n'arrivera pas, à moins que je le casse et que je sois hors garantie, donc je me dirigerai vers un modèle qui présente toutes les fonctions dont je dispose déjà, avec des modifications suivantes. Donc ça serait bien qu'il soit plus léger, si possible. La lime diamantée, ce serait bien que la lime soit interchangeable, parce qu'elle ne sera pas éternelle. Donc quand elle sera usée, qu'est-ce que je ferai? Bonne question. Les lames de la pince coupante, ce serait extrêmement intéressant qu'elles soient remplaçables, ou du moins amovibles pour pouvoir les affûter séparément. Il serait aussi intéressant que le multitool dispose d'un poinçon et qu'il soit vendu avec un étui réellement utilisable. Et aussi que la pince n'ait pas d'accessoires plus gênants qu'utiles, en tout cas à mon avis, comme par exemple ce trou pour sortir. Donc en clair, je vous conseille bien un multitool, mais peut-être un autre modèle. Je viens de regarder sur le catalogue Leatherman, je ne vois pas de modèle qui répondent entièrement au cahier des charges que je souhaite. Alors, par exemple, vous avez le Super Tool 300 ou le Surge, mais l'un comme l'autre répondent partiellement à mes exigences. Donc, à la rigueur, c'est si vous en connaissez un qui pourrait me plaire, n'hésitez pas à m'indiquer le modèle, et j'irai voir ça. Allez, je vous dis à plus. Baricatita, pari pari bari biri 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 stendelando ya barilla stellande ya lo wada 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 wada. What is that little stellando?